Silence on roule supporte l'Association des véhicules électriques du Québec, www.aveq.ca, la référence en électromobilité. L'épisode de cette semaine est une présentation du garage Arleco. Arleco, servir au-delà de la réparation. La Californie imposera des frais d'entretien routier aux véhicules zéro émission. Tesla a livré 367 000 véhicules en 2019. Sony a dévoilé un véhicule électrique concept. Et Québecor électrifiera la quasi-totalité de sa flotte. Homer reviendra-t-il avec une version électrique? Comment optimiser l'utilisation de son véhicule électrique en hiver? On parle de cela dans notre grande entrevue. La chronique Branchez-vous avec Pierre Tadros. On parle de la pertinence des véhicules hybrides rechargeables. Les événements à venir dans les prochaines semaines. Tout ça et bien plus encore dans la toute nouvelle saison numéro 4 et épisode 71 du balado Silence, on roule. Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault et c'est avec passion et plaisir que j'anime Silence on roule, le podcast dédié 100% aux voitures électriques. Silence on roule est également fier partenaire de l'Association des véhicules électriques du Québec. Alors mes amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau temps des fêtes qui somme toute n'a pas été très enseveli de neige, du moins dans la région de Montréal. Je sais qu'il y a certaines régions du Québec, vous avez été plus gâtés que nous autres côté neige, mais néanmoins que vous avez eu un beau temps des fêtes, que vous vous êtes amusés, avez pris le temps pour festoyer avec votre famille, vos amis, les gens que vous aimez. Alors, moi de mon côté, j'en ai profité, on s'est reposé, on a fait plein de trucs. On en a profité aussi pour lancer et se préparer parce que aujourd'hui, on lance la 4e saison déjà de Silence on roule. Eh bien oui, saison 4. Ça va vite, ça va très vite. Épisode 71. Si vous m'aviez demandé dans les premières semaines où j'ai lancé le podcast si je me rendrais là, j'aurais probablement pas cru me rendre si loin. Mais c'est bien parti, ça s'améliore, des collaborateurs, des commanditaires plus tard. Ben nous voilà toujours là et puis fiers de l'être. Vous l'avez entendu en entrée de podcast, on a un nouveau commanditaire principal sur le podcast, le garage Arleco Génération 3. C'est avec très grande fierté qu'on a ajouté ce nouveau commanditaire qui va être avec nous là pour un petit bout de temps. Donc, très content que l'équipe d'Arleco, qui est un garage dont la réputation n'est plus à refaire, tout le monde les connaît, du moins dans la grande région de Montréal. C'est parmi les pionniers en électromobilité au Québec, les premiers qui ont cru aux voitures électriques, qui se sont lancés dans l'entretien, la réparation, le traitement de véhicules électriques et qui ont décidé également de perfectionner leurs mécaniciens pour être adaptés, être à la page, voire même en avant de la parade. Donc, depuis de nombreuses années, Arleco est une référence en entretien, réparation de véhicules électriques. Donc, très content que cette équipe se joigne à nous. Je vais aussi prendre le temps de parler du gagnant de notre deuxième capuche, le concours macapuche.com. Alors, notre deuxième gagnant, je vous annonce en grande pompe qu'il s'agit de Monsieur Hugues Philippin de Saint-Augustin-de-Desmaures. Monsieur Philippin, donc, s'est mérité une magnifique capuche pour protéger le port de recharge de son véhicule électrique. Merci beaucoup à ce dernier et à tous ceux qui ont participé au concours. Merci également à macapuche.com qui nous a permis de faire ce concours dans les derniers mois et vous permettre de gagner ce protecteur de port de recharge pour véhicules électriques. Je vous rappelle que ceux qui nous écoutent actuellement en ligne sur le site web de l'AVEQ ou sur les médias sociaux de l'AVEQ, la meilleure façon de nous écouter, c'est de vous abonner. On s'abonne comment? Tout simplement au abonnement.silenceonroule.com. C'est tout à fait gratuit. Ça va vous permettre de vous inscrire là et de recevoir nos épisodes directement sur votre téléphone portable ou votre tablette par le biais là, en mode podcast. Donc, c'est la meilleure façon de vous abonner parce que vous ne manquerez rien. Et en plus, certains épisodes inédits hors série ne sont disponibles que pour ceux qui sont abonnés. On ne les rend pas disponibles sur le site web ou les médias sociaux. Donc, si vous ne voulez rien manquer, avoir toutes les primeurs, les nouveautés,
l'idéal, c'est de vous abonner à abonnement.silenceonroule.com. Alors, on a une émission vraiment très chargée aujourd'hui, beaucoup de choses, un thème, je pense que vous allez aimer, qui est la façon ou les façons d'optimiser l'utilisation d'un véhicule électrique l'hiver. Un véhicule électrique, tout comme les véhicules à essence, bien évidemment, le froid, ça a de l'impact sur le véhicule. C'est le cas pour tout type de véhicule, tout type de motorisation confondue. Eh bien, on va parler un peu des particularités des véhicules électriques et des trucs qu'on peut mettre de l'avant pour tirer le maximum de son véhicule électrique par temps plus froid. Alors, sans plus tarder, on va tout de suite aux actualités dans le monde de l'électromobilité. Une nouvelle qui ne fera pas que des heureux. La Californie, qui représente près de la moitié de toute la vente des véhicules électriques aux États-Unis, devra percevoir des frais de 100 $ sur les nouveaux véhicules zéro émission à partir du 1er juillet prochain. Les propriétaires de véhicules électriques dans un certain nombre d'États commenceront à assumer des frais pour payer l'entretien routier au cours de la nouvelle année. La nouvelle année entraînera donc de nouveaux frais pour certains propriétaires, car un nombre croissant d'États souhaitent profiter d'une nouvelle source de revenus pour compenser les taxes sur l'essence non perçues. À Hawaï, des frais seront de 50 $, au Kansas 100 $, en Alabama et en Ohio de 200 $, en espérant que cette façon de faire ne se transpose pas trop rapidement par ici. L'offensive électrique de Volkswagen semble vouloir s'accélérer tel que prévu. Les premières moutures de la voiture ID3 apparaîtront sur les routes d'Europe dès cet été et au cours des prochaines années, Volkswagen entend devenir le leader mondial du marché de la mobilité électrique et investira 48 milliards de dollars canadiens dans ses efforts d'ici 2024, dont 16 milliards canadiens dans le développement de la marque Volkswagen. Selon les dernières données, l'objectif stratégique d'1 million de voitures électriques devrait être atteint en 2023, 2 ans plus tôt que prévu. La marque Volkswagen prévoit produire 1,5 million de voitures électriques annuellement dès 2025. Tesla a annoncé vendredi dernier avoir livré environ 367 500 véhicules dans le monde en 2019, respectant ses prévisions pour l'année qui étaient de plus de 360 000 véhicules et dépassant ce que les analystes de Wall Street avaient anticipé plus tôt dans la semaine. Cependant, cela peut soutenir la performance financière de l'entreprise à court terme grâce à des livraisons en hausse d'environ 50 % par rapport à 2018, alors que l'industrie connaissait un ralentissement. Cependant, pour assurer la croissance à plus long terme, un fait marquant en 2020 pour Tesla est le fait que la compagnie soit devenue un manufacturier véritablement mondial. Tesla affirme avoir livré lundi ses 15 premières berlines Tesla Model 3 fabriquées en Chine aux employés de Tesla, selon Reuters. La Model 3 commencera à être expédiée aux clients à plus grande échelle à compter de mardi, donc ça a débuté le mardi le 7 janvier, à raison de nouvelles subventions chinoises s'appliquant au Model 3 qui réduit le prix de ces Tesla à un prix de base à l'équivalent de 42 900 $ US américains, soit 299 000 yuans. L'usine de Shanghai, appelée la Gigafactory 3, a un objectif de production de 250 000 véhicules par an, avec des plans pour l'augmenter jusqu'à 500 000 véhicules, et Tesla a déclaré dans son communiqué de la semaine dernière qu'elle avait déjà atteint une production de 1000 véhicules par semaine. La compagnie d'électronique fort connue Sony a dévoilé une voiture électrique réalisant ce qui doit être la plus grande surprise du Consumer Electronics Show de Las Vegas. Une berline appelée la Sony Vision S a été inopinément présentée à la fin de la conférence de presse de la société, ce qui était autrement consacré aux versions plus familières de ses produits, y compris la nouvelle PlayStation 5. La société japonaise fournit plusieurs composants aux constructeurs automobiles, notamment des capteurs de caméra et des produits d'infodivertissement, et la Vision S semble être une vitrine tout à fait alléchante pour eux. Rien n'indique qu'une telle voiture entrerait en production, mais bien sûr, il ne faut jamais dire jamais. Québecor a l'intention d'électrifier la quasi-totalité de ses 1100 véhicules d'ici 2030 pour lutter contre les changements climatiques. Un projet qui est évalué à 17,5 millions de dollars pour l'entreprise et qui demanderait une aide financière d'environ 5 millions de dollars de la part de Québec. Le chef de la direction de Québecor, Pierre-Carl Pellado, a fait l'annonce ce mercredi au Studio Melz à Montréal. Le plan d'électrification des transports de Québecor touchera à terme la quasi-totalité de ces véhicules, parmi lesquels on compte déjà une trentaine de voitures électriques. Après avoir racheté à titre personnel la marque de taxi
Théo, Pierre-Carl Perlado a annoncé mercredi que Québecor électrifierait la majeure partie de son parc automobile d'ici 2030. La compagnie prévoit acheter de nouvelles voitures roulant à l'électricité, mais aussi convertir plusieurs fourgonnettes et camions légers. D'ici 2024, le géant des télécommunications procédera à l'électrification de 200 de ses 900 véhicules de Vidéotron. Le groupe TVA va pour sa part acheter 60 véhicules et réduira de 10 % la taille de son parc de véhicules d'ici 2024. Découvrez le Hummer HX électrique qui a été conçu pour concurrencer le Cybertruck de Tesla. Mais Hummer peut-il vraiment faire un retour? Le Hummer HX est un VUS compact tout-terrain à 2 portes qui a été dévoilé au Salon international de l'auto de l'Amérique du Nord en 2008 par General Motors. Ce serait la direction de GM qui souhaiterait prendre, avec le prochain Hummer électrique, la voie de la rentabilité pour ce type de véhicule. Hummer peut-il à nouveau croître en tant que marque électrique? Certains pensent que Hummer peut remplir ce mandat, mais plusieurs en doutent. Notre crainte est que le General Motors choisisse le nom Hummer pour justifier un prix élevé lorsque le véhicule sera mis sur le marché. De plus, il semble peu probable que l'amateur de véhicules électriques considère un Hummer compte tenu de ses antécédents. Quand vous rechargez votre véhicule, protégez votre prise contre les intempéries comme la pluie et la neige. C'est imperméable, très résistant, facile à installer et à enlever, n'endommage pas votre voiture puisque c'est un système sans aimant, même avec antivol pour certains modèles. Cette housse protectrice de port de recharge est disponible en plusieurs couleurs, noir, rouge, blanc, bleu et gris. Disponible sur macapuche.com 514-512-4652 macapuche.com. Ici Nathalie Daigle de l'AVEC. Vous écoutez Silence on roule. La période de l'année où les températures descendent en bas de zéro, c'est toujours pour les nouveaux électromobilistes une période d'adaptation, de constater l'impact du froid sur un véhicule électrique. C'est pas que c'est catastrophique, mais souvent, plusieurs ont été mal informés et sont peut-être pris un peu au dépourvu face à certains comportements qu'ils n'avaient pas anticipés sur leur voiture électrique. Pour en parler aujourd'hui, on a des vrais professionnels, des vrais pour plein de raisons différentes. Premièrement, on a pris des gens qui sont dans un coin du Québec où l'hiver frappe pour vrai. On a entre autres Monsieur David Manningham de la Côte-Nord. Bonjour David. Oui, bonjour Martin. Bonjour tout le monde. Salut. On a également Jean-François Morin du Bas-Saint-Laurent. Salut Jean-François. Bonjour à vous. Donc, vous deux, vous êtes dans des régions où quand il neige un petit peu plus qu'à Montréal. Et on a aussi François Villot qui a écrit une des pages web du site de l'AVEC la plus consultée, une page qui est dédiée au comportement des véhicules électriques l'hiver. Resalut, François. Resalut, Martin. Ben oui, salut tout le monde. Je te le dis, tu es envie d'avoir des parts, toi. Écoute, je vais me prendre une passe. Là. Une passe de saison, ça va te coûter moins cher que de payer à la shot. Ouais, c'est ça. Écoutez, on est au Québec. C'est un peu normal et on n'est pas surpris qu'il y ait un hiver, même si certaines années, on se demande s'il va arriver. Ouais. Mais il finit toujours par frapper et avec l'hiver vient le temps froid et avec le temps froid vient les impacts sur les véhicules du temps froid. Je pense qu'une des premières choses qui frappe, c'est de constater à quel point les gens qui ont acheté des nouveaux véhicules ont peut-être pas toujours été bien renseignés auprès du concessionnaire qui leur a vendu un véhicule avec une autonomie X, qui est une autonomie, soit une autonomie d'été ou une autonomie, vais-je le dire, de l'EPA, donc qui est un chiffre qui n'est pas nécessairement un idéal qu'on va obtenir à toutes les fois. Et là, l'hiver arrive et c'est la consternation sur les réseaux sociaux parce que les gens réalisent qu'ils ne feront pas le nombre de kilomètres qui est annoncé au moment de l'achat. Est-ce que c'est des choses que vous réalisez dans vos coins de pays aussi? Est-ce que c'est un genre de constat que vous faites vous autres aussi? Ouais, je pense que pour tous les groupes qu'on voit, que ce soit les Tesla, les Leaf, les Bolt, Hyundai Kona, tous les groupes, fin de l'automne, début de l'hiver, on revoit les mêmes posts qui reviennent. Donc, c'est-tu normal que j'aille une autonomie de temps alors que j'étais supposé faire temps? Ça baisse. Puis là, à ce moment-là, les mêmes réponses reviennent. Oui, discuter plusieurs fois. Et puis, alors, oui,
de plus en plus, monsieur, madame, tout le monde achète des véhicules électriques, ne sont pas nécessairement tous renseignés sur tous les aléas de l'hiver, la baisse d'autonomie, donc arrivent sur les groupes, puis sont un peu surpris de voir la baisse d'autonomie à ce moment-là. T'sais. Je pense qu'on voit beaucoup plus de commentaires quand l'hiver arrive, des commentaires qui sont plus ou moins négatifs, là, parce que c'est la surprise d'avoir une diminution d'autonomie. Mais au printemps, on a moins, parce que c'est le contraire. Quand le printemps arrive, puis l'été arrive, ça revient, puis ça dépasse ce qui est annoncé par l'EPA. Fait que c'est drôle, mais l'hiver, elle frappe vraiment. Oui, elle frappe, puis les gens ont acheté une auto qui faisait 250 d'autonomie parce qu'ils ont besoin d'avoir un bon 200 km. Ils font plus le 200 rendu l'hiver, puis c'est là des fois que la panique pogne, puis ils se disent Colin, c'est pas une bonne auto pour moi. David, toi, est-ce que c'est le genre de situation que vous rencontrez aussi dans votre coin de pays? Oui, absolument. Là, les gens ils achètent l'auto, puis des fois, c'est sûr que ça peut faire peur. Là, le vendeur de dire aux gens, là, vous allez perdre là, dans le pire des situations la moitié de votre autonomie. Mais en fait, c'est que les gens sont craintifs souvent, puis c'est injustifié. Là. Dans le fond, le kilomètre qu'ils ont besoin de faire dans la journée, là, c'est le quart à peine de l'autonomie au total qu'ils ont. C'est que les gens aiment ça, avoir un coussin gigantesque, là, puis ils deviennent plus craintifs là, quand l'auto affiche moins de kilomètres. Mais l'auto, c'est qu'elle donne la réalité, dans le fond. Elle ne fait pas de cachette, puis des fois, c'est ça qui est... Les gens regrettent l'achat, puis on dirait qu'ils ne pensent pas qu'ils vont avoir ces kilomètres-là au printemps. Là. Ils ont l'impression de l'avoir la première. C'est vrai ce que tu dis. Il y a comme deux catégories. Tu as la catégorie qui sont les plus rares, que vraiment, il y avait besoin de cette autonomie-là l'hiver, alors qu'ils n'y arriveront pas, ou presque pas, ou ils se rendent compte qu'il va falloir qu'il y ait une fois de temps en temps aux bornes rapides pour prendre ce qu'ils avaient besoin. Mais la majorité, c'est vraiment des gens qui sont juste un peu déçus parce qu'ils s'attendaient à avoir un peu plus, mais qui vont faire quelques adaptations, puis ça va être correct. Écoutez, soyons précis, là. C'est à quoi il faut s'attendre en hiver en termes d'impact sur le véhicule? C'est quoi? Ça va être quoi concrètement si je m'achète un véhicule électrique, là, puis je connais pas ça, puis c'est un véhicule qui a une autonomie annoncée de 350 km, je l'achète. En hiver, je m'attends à quoi comme impact du froid sur le véhicule, Jean-François? Je pense que c'est 1/3 en partant. Puis dans les gros froids extrêmes, dans les conditions extrêmes, là, on peut couper en deux l'autonomie du véhicule. Ouais. Mais 1/3, c'est ce que j'ai entendu pas mal de tous mes confrères de véhicules électriques. Là. 100% d'accord avec toi depuis que je suis depuis que j'ai mon premier véhicule en 2013 puis que j'ai fait beaucoup d'événements avec l'AVEC, dans le fond, je dis tout le temps aux gens, la moyenne en hiver, c'est 30%, parce qu'on sait que ça peut varier de 10% de perte à 50% de perte. La moyenne va vraiment être 30%, puis après ça, je dis, dans les pires conditions, ça va être la moitié. Ouais. Ça a été tout le temps le même discours que j'ai Moi, je pense qu'il est important de rappeler qu'une voiture à essence aussi peut consommer jusqu'à près de 50% plus de carburant en conditions hivernales. Là. Selon l'EPA, une baisse de température de 24 degrés C à 7 degrés C peut accroître la consommation de carburant pour les déplacements en ville de 12 à 28%. Et ça, c'est des chiffres qui nous viennent de Ressources naturelles Canada. Alors, imaginez-vous à moins 30. Là. On a parlé de 24 à 7, là, mais si on parle à moins 30. Donc, les voitures à essence aussi sont impactées par le froid. Il ne faut pas l'oublier. Puis en plus, les voitures à essence, il se passe quelque chose qu'on n'a pas avec les voitures électriques. C'est ça aussi. Hein? Pour qu'ils démarrent. Ouais. Contrairement à nous autres, on pèse sur un piton, ça allume. Donc, on peut rire, je pense. Ouais. On peut rire un peu, hein? Ouais, ben écoute. on peut parler de la fameuse semaine, v'là 2 ans. C'était-tu v'là 2 ans? Je pense que oui. Je pense qu'il y avait eu une semaine complète de moins 30 solide. Puis les gens parlaient beaucoup. Ben là, je pense, Martin, tu avais eu pas mal d'appels d'ailleurs à ce moment-là. Oui, j'étais porte-parole et ça avait un peu changé mes plans du temps des fêtes. Puis c'est ça, on oubliait de mentionner que c'était pas tant les véhicules électriques qui avaient de la misère. Oui, il y avait moins d'autonomie, mais il n'y avait aucune difficulté à partir, par exemple. Parce que la voiture électrique, elle démarre pas
Exact. Elle s'allume Elle comme s'allume. une lumière. Comme une lumière l'hiver, Ouais. ouais, Je exactement. donne souvent l'exemple quand tu commandes une pizza puis qu'il fait moins 30 puis que tu allumes ta lumière pour que le livreur voit l'adresse. La lumière allume pas moins vite. Non, elle a la même vitesse. Elle allume à la même vitesse. Ça se peut. Donc, on peut penser que s'il se passe la même chose. Écoutez, je pense que il y a plusieurs phénomènes qui arrivent l'hiver. La première, c'est qu'il fait froid, puis le froid, ça fait quoi? Ça refroidit la batterie, donc l'activité chimique de la batterie va être impactée. Ça, je pense que c'est celui qu'on comprend facilement. On sait qu'une batterie, quand c'est froid, c'est un peu moins efficace, d'une part. Comme un moteur froid. Là. Comme un moteur. Ouais. Puis en plus que la batterie est moins efficace, il y a une partie de l'énergie de la batterie que tu prends à chauffer le véhicule, donc que tu n'envoies pas dans les roues pour la faire avancer. Donc forcément, tu vas aller moins loin. Mais il y a d'autres éléments aussi qu'il faut penser. La neige, donc rouler dans de la neige, c'est plus difficile que de rouler sur de l'asphalte. Le vent, la densité de l'air, hein, de moins 30 à plus 30 degrés, il y a une différence de densité de l'air de 25 %. Donc, c'est quand même important, ça. Puis, il y en a plusieurs qui l'ont mesuré. Hein. François, je pense que tu as pu l'expérimenter. L'impact là, de la densité de l'air lorsqu'il fait très froid versus lorsqu'il fait très chaud, il y a vraiment une différence de densité de l'air. Ouais. Donc, c'est tous des éléments qui vont impacter et qui, au global, on le dit, vont faire en sorte qu'on va aller 30 à 50 % moins loin, tout dépendant là, de la température. Une fois que ça a été dit, donc on le sait, l'hiver, l'auto va aller moins loin. On espère que tous les vendeurs vont être honnêtes et vont le dire aux gens qui achètent une voiture. Il y a quand même des trucs pour mettre, comme on dit, les chances de notre côté. David, commençons par toi, là. C'est quoi, selon toi, certaines bonnes pratiques à mettre en application pour optimiser et faire en sorte que le froid va avoir moins d'impact sur notre véhicule? Oui. Ben, en partant, là, il y a le préchauffage, puis préférablement là, de le faire avec l'auto branchée sur le 240 volts. Donc, comme ça, on part avec la batterie pleine. Puis l'habitacle déjà chaud, ça peut déjà là, donner un bon coup de pouce là, sur le départ en partant. Puis après ça, le chauffage, on n'est pas obligé de le laisser là, au fond. Là. Souvent, les véhicules à essence, les gens ils mettent le chauffage au fond parce que de toute façon, c'est de l'énergie qui est perdue. Là. Ouais. Donc, aussi bien la récupérer. Tandis que la voiture électrique, c'est pas le cas. Là. Si on met ça au fond, ben là, ça fait juste prendre plus d'énergie inutilement. Là, alors que, mettons, dans nos maisons, on met peut-être ça à 20, 22. Là. Donc, pas besoin de mettre plus que ça dans l'auto. Puis, sinon, il y a la manière de conduire. Là, on parlait de chaussée enneigée. Là. Bien, on peut aller à la même vitesse en virant moins de sourds, là, en attendant d'avoir une bonne traction puis en accélérant graduellement, là, sans être une nuisance dans le trafic, mais sans faire nos accélérations là, qu'on va plus vite que les autos à essence, là, qu'on s'amuse à faire des fois l'été. Ben, l'hiver, là, c'est peut-être mieux de laisser ça de côté là, parce que ça brûle la batterie justement pour rien. Puis sinon, c'est ça, recharger aussitôt qu'on en a l'occasion. Ça donne rien en hiver là, d'arriver serré là, avec quasiment plus de pourcentage à la borne. Puis il n'y a pas de chance à prendre en hiver. Là, tout le temps se garder un coussin plus gros qu'en été. Puis comme ça, il n'y a aucun stress. Là. Puis c'est sûr que si on a un garage ou un abri tempo, là, c'est encore mieux là, de recharger à l'intérieur. Là. Puis, c'est un excellent point. Le garage, souvent, on se fait poser la question, hein, c'est ce que ça a un impact. C'est bien sûr que si l'auto part moins froide, il y a généralement 5 à 10 % d'autonomie supplémentaire qui va être gagnée uniquement parce que le véhicule est pas à moins 30. Hein. Des fois, les garages sont chauffés, mais ils ne sont pas chauffés à 20 degrés. Là. Ça va être frais, mettons, dans le garage, mais il y a une différence entre frais et un froid sibérien. Donc, ça va avoir de l'impact. Jean-François? Ben, je pense que, comme David disait, le préchauffage, c'est majeur. C'est même très, très, très majeur. Moi, si souvent, j'ai des grosses journées de 200, 250, 300 km dans ma journée. Avant de partir, je vais faire préchauffer ma voiture au moins 1 heure avant de partir. Puis pas juste préchauffer, là. Une fois que l'habitacle est chauffé du véhicule, je n'ai pas besoin de rentrer puis de me brûler ses sièges, là, puis ses côtés de... c'est plus de réchauffer la batterie là, pendant que la borne... C'est un point très important que tu amènes là, Jean-François, parce que quand on parle de chauffer un véhicule, préchauffer un véhicule,
je pense que les gens, intuitivement, ce qu'ils pensent, c'est le confort des passagers. Oui, c'est aussi ça. Mais on parle de réchauffer la batterie parce qu'une batterie qui fonctionne, donc qui fait circuler du courant, se réchauffe. Il y a aussi des systèmes électriques dans le véhicule dont le but est de chauffer la batterie. Là, je dis électrique, mais ça peut être électrique ou avec des liquides ou peu importe. L'idée est d'amener la batterie à une température de fonctionnement plus proche de sa température optimale, ce qui fait qu'elle va être beaucoup plus efficace, donc on va avoir plus d'autonomie. C'est pas juste on va avoir besoin de moins de chauffage parce que l'auto est chaud, c'est aussi que la batterie, en étant plus chaude, est plus efficace, donc on conditionne la batterie finalement. Oui, exactement. Il y a plusieurs tests qui ont été faits. D'ailleurs, la semaine passée, Daniel Breton, avec plusieurs personnes, ont fait des tests avec des véhicules pour voir un peu les différences de comportement. Il y a des variations assez grandes de consommation qu'on peut observer en fonction de la température. Entre autres, là, on sait que l'été, on va avoir des consommations 14, 15, 16 kWh au 100 km. On peut facilement monter en haut de 22, 23, 24 kWh au 100 km l'hiver. Donc, c'est tout à fait normal, mais c'est pas nécessairement égal d'une voiture à l'autre, c'est-à-dire que tous les véhicules vont perdre de l'autonomie, mais ils ne sont pas tous impactés de la même façon. François, est-ce qu'il y a des modèles qui se démarquent, soit positivement, négativement? Est-ce qu'il y a des trucs des choses qui ressortent entre les différents modèles qui font en sorte qu'en fonction de nos besoins, l'hiver, un modèle pourrait être plus adapté qu'un autre? Oui, tout dépend des besoins, justement. Dans les tests, on a vu que la Leaf s'en est très, très bien sortie contre toute attente parce que la Leaf, en hiver, elle n'a pas de thermorégulation, autant en hiver qu'en été, mais la batterie, toutes les batteries étaient froides à ce moment-là, quand ils ont commencé. Mais l'avantage de la Leaf, ça a été, je pense, à mon avis, c'était la thermopompe au niveau du chauffage qui permet d'économiser beaucoup au niveau de l'énergie pour le chauffage, comparativement aux autres véhicules qui n'en avaient pas. Donc, c'était capable d'aller chercher un 5-6 kW d'économie à ce niveau-là. Ça a fait une bonne différence. Il y en a d'autres comme la Bolt, comme Jean-François parlait. Quand on la préchauffe, la batterie également se préchauffe par un liquide. Donc, elle se préconditionne pour, comme tu disais, monter à une température plus proche de sa valeur optimale. Mais, elle n'a pas de thermopompe. Donc, tu sais, c'est un plus puis un moins. Alors, ça sera de voir, mais pour la plupart, là, les véhicules, au niveau de la conduite hivernale, vont probablement pas mal se ressembler, tout dépendamment de combien de chauffage qu'on demande. Ah oui, tout à fait. Puis des fois il y a deux phénomènes qui s'affrontent l'un l'autre. C'est-à-dire qu'on a vu que la Leaf était pas mal efficace en termes de consommation. Par contre, c'est pas un véhicule qui est réputé pour avoir un système de chauffage très performant. C'est-à-dire que la thermopompe ne consomme pas beaucoup, mais il y a beaucoup de gens qui ont des Leaf qui trouvent qu'il fait froid dans la Leaf. A contrario, la Bolt, c'est pas très bien tiré d'affaire en termes de consommation. Par contre, la Bolt est super... elle chauffe super bien. C'est un véhicule dans lequel les gens n'ont pas... Oui, c'est ça. T'as vécu les deux. Je peux te dire là, que... écoute, moi, par contre, j'avais la Leaf de première génération qui est encore moins bien réputée au niveau du chauffage dans l'habitacle. Malgré que je me suis habitué, puis je ne m'habille pas en T-shirt quand je vais conduire en hiver, quand il fait moins 25 non plus, mais j'étais habitué à un certain niveau de chaleur dans la Leaf qui était très, très, très bas, si on veut. Pour passer à la Bolt, je te dirais que j'ai dû faire quelques ajustements au début parce que j'avais vraiment trop chaud. La Bolt, elle chauffe, c'est vrai. Donc, oui, ça chauffe, mais ça va consommer peut-être un petit peu plus aussi, oui. Maintenant, question, il y a plusieurs personnes qui ont des voitures maintenant à plus grande autonomie, que ce soit des Tesla ou que ce soit des Bolt, des Kona, des Niro. Souvent, l'été, les gens peuvent faire 4-5 jours sans se brancher. L'hiver, est-ce qu'on garde le même principe ou on se branche systématiquement tous les soirs et pourquoi? David? Oui, moi, j'ai acheté une Tesla Model 3, le modèle SR+, récemment, au début de l'été, je dirais. Puis, au début, vu que j'avais une plus grande autonomie, moi, j'avais décidé que je continuerais à charger aux 2-3 jours pour, comme question de préserver la batterie. Puis là, je me suis rapidement rendu compte là, que ça donnait rien. Je me ramassais que des fois, là,
je pouvais plus faire les déplacements, mettons, inattendus à cause que j'avais pas gardé assez de batterie. Puis là, j'ai parlé avec d'autres gens qui ont des Tesla, puis on me dit, une Tesla, tu charges ça plein à chaque jour. Ben, pas plein, là, mais tu peux la régler, mettons, à 75%. Puis là, j'y vais comme ça, branché à chaque soir dans le garage à 75%. Puis comme ça, j'ai pas non plus les poignées puis les vitres qui gèlent, là, parce qu'il y a ça aussi qui est particulier. Puis je l'ai expérimenté. Là. Le préchauffage est important parce que justement, ça dégèle tes vitres et tes poignées. Puis si tu fais pas ça, tu peux endommager ton véhicule. Là, si tu essaies de forcer après ça pendant que c'est gelé, là, c'est pas recommandé. Puis tantôt, on disait que le préchauffage était primordial. Un bon préchauffage l'hiver, ben c'est certain que les préchauffages, bon, non pas que ça ne fonctionne pas quand la voiture n'est pas branchée, mais quand la voiture n'est pas branchée, on prend l'énergie de la batterie. Ouais. Donc, normalement, on branche la voiture pour qu'elle soit chargée, puis en plus, ça va nous aider grandement au niveau du préchauffage qui est un incontournable le matin. L'hiver, comme David disait, là, c'est le même discours que je répète tout le temps sur les réseaux sociaux. Arrêtez de vous casser la tête, branchez votre voiture, surtout l'hiver. Vous ne savez pas comment que les températures peuvent varier, comment que les températures peuvent changer. Un événement, là, vous devez partir. La voiture doit être tout le temps chargée, branchée quand vous en avez l'occasion. Puis l'autre chose qu'on a oublié de mentionner, c'est l'utilisation des sièges chauffants et du volant chauffant. Moi, comme Jean-François disait tantôt, aussi, je préchauffe la voiture. Quand il fait très froid, j'en profite pour préchauffer la voiture solidement pendant une demi-heure, 1 heure. Ça réchauffe non seulement l'habitacle, mais aussi les composantes qui font que quand on revient pour partir, on n'utilise pas autant de chauffage. Puis avec les bancs chauffants qui consomment à peu près rien, ben on peut mettre un niveau de chauffage très, très confortable dans la voiture puis être très bien. Tout à fait. Ouais. David, tu l'as dit, ta voiture est dans un garage. Toi, Jean-François, est-ce qu'elle couche dans un garage? Dans une fois sur 2, parce qu'on a 2 voitures électriques. Fait que la plupart du temps, c'est Naomi qui est dans le garage. Puis moi, je suis dehors. Et toi, François, c'est pas dans le garage? Non, moi, c'est dehors. Puis, est-ce que ça fait on a parlé tantôt là, que ça avait un impact sur l'autonomie. Est-ce que c'est un showstopper de ne pas avoir de garage au Québec l'hiver avec une voiture électrique? Non. Vraiment pas. Par contre, je te dirais que, tantôt, tu disais un 5 à 10 % là, au niveau de la batterie, au niveau de l'autonomie qui est en moins si on est dehors versus à l'intérieur. Je te dirais que quand on tombe dans les températures vraiment très froides, là, moins 20, moins 25, on peut aller chercher même jusqu'à 20 % de plus que si on était dehors, si on est dans un garage chauffé, parce que c'est là que le gap commence à se faire assez grand. Moi, j'étais monté au chalet à un moment donné, une fois qu'il annonçait moins 20, puis j'ai été allé chez ma mère pour me stationner la veille dans un garage chauffé. Puis je te jure que j'ai vu toute une différence avec une batterie chaude à cette température-là. Il faisait un moins 20, mais j'avais une autonomie d'à peu près comme s'il faisait 0, mettons. Ouais. Et là, ça va bien. La nuit, notre voiture, elle est soit dans le garage ou dans notre driveway. Si on n'en a pas, elle est branchée. On préchauffe le matin, on part dedans, elle est chaude. Mais on s'en va travailler. Hein? La plupart des gens partent le matin, stationnent la voiture au travail. On est à une demi-heure de finir de travailler. Est-ce qu'on part le préchauffage de la voiture qui est dans le stationnement de la job pas branchée? Est-ce qu'on la préchauffe? Oui, non? Est-ce qu'il y a des avantages à le faire? Des opinions là-dessus? Ben, moi, je travaille sur la route, fait que je laisse pas ma voiture. Moi, mon bureau, c'est ma voiture. Mais un point que je voulais apporter, par exemple, ce qu'il y a aujourd'hui, en 2020, qu'il n'y avait pas en 2017 puis en 2016, c'est un nombre incroyable de bornes de recharge rapide au Québec. Le circuit électrique ont installé des bornes, c'est incroyable. Entre Rivière-du-Loup, je suis parti de Rivière-du-Loup tantôt, entre Rivière-du-Loup puis Sainte-Julie, j'ai compté 46 bornes BRCC, des bornes rapides, puis il y a 26 superchargeurs Tesla. Fait que, tu sais, pour l'hiver, pour quelqu'un qui fait de la route, c'est pas un problème. T'arrêtes, puis tu te charges. C'est ça. On entend parler, puis David l'a abordé un peu, puis là, je veux pas qu'on focus uniquement sur la Tesla. Là, on sait que, surtout au début, Tesla avait des problèmes avec les poignées puis les fenêtres qui gelaient. Là, c'est une question de design, c'est pas une question que l'auto est électrique ou pas électrique. Là, on comprend bien.
est-ce qu'il y a des trucs qu'on peut mettre en application? Je le sais que pour la trappe pour se charger, la petite porte qui ouvre, qui est l'équivalent de la trappe à essence, ça, c'est une voiture à essence. Quand il neige, quand il y a du verglas, comme on a eu il y a quelques jours, on a eu un épisode de verglas, ça peut avoir tendance à geler. Mais contrairement à une voiture à essence qu'on fait le plein une fois par semaine ou par 2 semaines, on se branche à tous les jours, on l'a dit tantôt, la trappe est gelée, on fait quoi? Y a-t-il des trucs pour s'enlever ces inconvénients-là, François? Bien, il y a différentes capuches qui se vendent, là, si je peux me permettre le terme. On peut le dire parce qu'ils sont commanditaires sur le show, là, fait qu'on peut le dire. Il y a des housses de protection qui se vendent là, de différents fournisseurs là, pour les différents modèles de véhicules électriques. C'est sûr que moi, au début, je recommandais plus ou moins, mais écoute, je te dirais que, je sais pas si vous autres, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais on dirait que dans les derniers hivers, les épisodes de chaud, froid, verglas, etc., on dirait que ça s'accumule de plus en plus. Donc, je dirais que c'est de plus en plus un must. Moi-même, je m'en suis commandé un pour la Bolt parce que la Bolt, c'est sur le côté, contrairement à la Leaf, parce que c'était à l'avant. C'est quand même, la neige peut se ramasser facilement là. Fait que, je te dirais que oui, c'est une bonne chose à avoir. Si tu es obligé de te charger pendant qu'il va y avoir la tempête, ou évidemment, là, c'est bon de mettre un protège-port de recharge. Ouais. Vivez-vous ces problèmes-là, David, toi, avec le froid, la neige dans ton coin? Ça arrive-tu qu'il y a des bouts de ton char qui gèlent et que ça te donne des inconvénients? Oui, j'ai connu là, les poignées puis les vitres, puis j'ai rapidement trouvé le truc, là, c'est de me traîner un bidon de la vitre, soit dans le coffre arrière ou dans le coffre avant. Puis ça, on dirait que ça gèle jamais, ça. À date, là, même avec un gros verglas, t'as une bonne poigne, puis les poignées sont comme dans une cavité. Donc, il n'y a jamais de verglas qui se retrouve là. Puis ça, tu peux les ouvrir, puis là, tu prends ton bidon de la vitre, puis tu vides ça là, où ce que ça a gelé, puis c'est quasiment instantané. Là, la glace ramollit, puis tu peux l'enlever facilement là, sans rien briser. Tu veux dire peut-être de la vitre à température pièce ou à la température genre dans ton auto? Ou, moi, c'est dans l'auto. C'est sûr que si tu en as une température pièce, là, c'est encore mieux. OK. Ben, même froide, ça va faire la job. Oui, c'est sûr qu'ici, à cette île, là, souvent, c'est les gens, on prend du gros, là, moins 45, moins 50. Ouais. Là, parce qu'on l'atteint des fois, le moins 40. Là, c'est pas du rêve ici. Ouais. Écoutez, messieurs, le temps passe vite. Il va déjà falloir mettre fin à notre entrevue. Mais je voudrais pas le faire sans quand même dire, on parle des inconvénients de l'hiver sur les véhicules électriques. Les véhicules électriques ont quand même certains avantages par rapport aux voitures à essence l'hiver, entre autres au niveau de la conduite de ce type de véhicule-là. Jean-François, peux-tu nous en parler un peu? Oui. Moi, ça fait 2 ans que je conduis, peu importe, là, une Chevrolet Bolt. C'est juste parce que je sais le poids de la batterie. Je pense que c'est 960 livres de poids répartis dans le plancher. Fait que ça garde le véhicule extrêmement stable quand il neige, quand il y a beaucoup de neige dans le chemin. Ça tranche la neige. Là. C'est sûr que ça prend des bons pneus là, en partant. Mais le poids de la batterie, je pense que c'est un gros facteur sécuritaire qui augmente la sécurité. Toi, David, ta Tesla, c'est une propulsion ou c'est quel modèle toi? Oui, j'ai pris le modèle propulsion. Là. Je savais pas trop au début. Il y avait du monde qui disait que la propulsion en hiver, là, c'était risqué. Mais il y en avait plusieurs qui l'avaient expérimenté puis qu'il n'y avait aucun problème. Puis même que je reste là, en bas d'une grosse côte, je reste comme en bas de l'écart du fleuve. Donc, c'est une grosse côte abrupte qu'il faut monter le matin. Puis, il y en a même qui me disaient que si tu n'as pas une traction intégrale, ça ne monte pas. Puis, finalement, jamais eu aucun problème. Là. Faut juste adapter sa conduite, puis on y arrive toujours. Les véhicules électriques ont vraiment une tenue de route impressionnante dans la neige. Tout véhicule confondu, là, ils se démarquent par rapport à les voitures à essence de même gabarit. Mais encore là, il y a certains modèles de véhicules électriques qui sont particulièrement impressionnants dans la neige. Je pense que la Tesla en est une. Mais pourtant, qui n'est pas un véhicule qui est designé pour l'hiver. Hein? C'est un véhicule californien sur lequel on voit certaines lacunes au niveau, on parlait tantôt là, des trucs qui gèlent, et pourtant, une tenue de route dans la neige qui est vraiment exceptionnelle. Une Leaf, ça fonctionne super bien dans la neige. Bolt, je ne l'ai pas expérimenté beaucoup un peu, mais Jean-François, vous pouvez
en témoigner. Je pense que ça va super bien. C'est impressionnant. Là. Les gens qui ont peur d'acheter une voiture électrique, même petite, ou une voiture à propulsion dans le cas de la SR+, en se disant, ouais, propulsion dans l'hiver, la neige, c'est peut-être pas l'idéal. Les gens sont agréablement surpris normalement. Oui, dans la plupart des cas. Puis en plus, on peut ajouter qu'en dessous, il n'y a pas de pot d'échappement, il n'y a pas de composante de moteur. C'est comme une crazy carpet. Il y a une affaire de plastique qui fait que si tu prends de la neige, ça va glisser sur la neige. Je te dirais que pour moi, le plus gros avantage d'un véhicule électrique l'hiver, c'est vraiment de pouvoir le préchauffer autant qu'on veut. Le confort, partir le matin, sans pollution. Sans pollution. Il y a des endroits, je vous rappelle que c'est 3 minutes maximum que tu peux préchauffer un véhicule à essence. Là. Donc, avant de partir. Donc, de notre côté, on n'a aucune restriction à ce niveau-là. Non. Et notre véhicule part tout le temps. Nous autres, on n'a jamais de... On vit pas ça, nous autres. Hein? Non. C'est terminé ce temps-là. On n'a plus ça. Non, si ça part pas, ça fait juste pas de bruit. Écoutez, messieurs, merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. David Manningham de la Côte-Nord, merci beaucoup. François Viault, Jean-François Morin du Bas-Saint-Laurent. Vous tous, messieurs, bon hiver avec vos véhicules électriques, puis on s'en parle bientôt. Merci. Merci. Très agréable. À la prochaine. C'est vrai que ça brise moins, mais il y a quand même un minimum d'entretien à faire sur nos voitures électriques. Quand est venu le temps de faire l'entretien de mon véhicule, j'ai choisi de faire confiance à l'équipe d'Arleco plutôt que le concessionnaire. Ça fait maintenant 3 générations que cette entreprise familiale chouchoute nos voitures et ils ont été parmi les premiers à s'engager activement dans l'électrification des transports tout en adoptant des procédures et des produits sains pour l'environnement. Avec ses techniciens spécialement formés à l'entretien et réparation des voitures hybrides et électriques, Arleco nous offre aujourd'hui la même qualité de service sur nos VE qu'elle a toujours livré depuis bientôt 40 ans. De plus, chez Arleco, j'obtiens 10 % de rabais sur la main-d'œuvre et les traitements anti-rouille avec ma carte membre hors de l'AVEC. Arleco Génération 3, 8470 boulevard Parkway à Anjou. 514-352-1446 ou arleco.ca. Arleco, servir au-delà de la réparation. Chronique Branchez-vous avec Pierre Tadros. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous parle de toute la pertinence des véhicules hybrides rechargeables ou VHR et en anglais PHEV pour Plug-in Hybrid Electric Vehicle. Récemment, le président de Honda a affirmé que l'avenir est aux véhicules hybrides non rechargeables. Selon lui, la demande pour les VE est insuffisante. Nous avons aussi pu lire récemment Daniel Breton qui, dans le Journal de Montréal, décrivait bien comment les constructeurs font de belles promesses en matière d'électrification de leurs différents modèles, mais ne tiennent malheureusement pas suffisamment leurs engagements. Qu'il s'agisse justement de modèles annoncés qui n'arrivent pas, des capacités insuffisantes de livraison de ceux déjà mis en marché ou des attitudes vire-capot envers les normes environnementales, les incohérences entre les discours et les actions sont nombreuses. Il nomme cela le tango des constructeurs. Bon, petit message ici à Daniel, étant un danseur de tango depuis de nombreuses années, je peux vous dire qu'on ne recule qu'extrêmement rarement sur une piste de danse. Mais bon, on comprend très bien quand même son propos ici. En même temps, on voit un certain intérêt pour la technologie de l'hydrogène, particulièrement pour les véhicules lourds, pendant que, de son côté, Vidéotron parle d'électrifier sa flotte de véhicules. Bref, il y a une certaine tourmente normale dans cette évolution de nos moyens de transport sur route. Au Québec, le déploiement de bornes de recharge rapide ainsi que les incitatifs financiers des gouvernements, voire de certaines villes, font en sorte que notre territoire se démarque avec la Californie du reste de l'Amérique. Cependant, force est d'admettre que la route de l'électrification du parc automobile est parsemée d'embûches. Dans ce contexte, un véhicule hybride rechargeable demeure une option extrêmement intéressante pour bon nombre de consommateurs. Étant propriétaire d'une Volt 2019, je peux vous dire que cette option m'a été extrêmement satisfaisante jusqu'à présent. Comme j'habite sur la couronne sud de Montréal, mes déplacements quotidiens
se font à 90 % en mode électrique en moyenne. L'été, on parle de 95 à 100 % et l'hiver, c'est plus autour de 80-85 %. D'autre part, si j'ai à faire une longue distance, je n'ai aucune préoccupation énergétique. Par exemple, au cours du temps des fêtes, nous nous sommes rendus à Alma au Lac-Saint-Jean. À l'aller, nous avons choisi de ne pas recharger à Québec et sans non plus nous arrêter dans le parc des Laurentides. Une seule recharge, un seul plein, Longueuil, Québec, Alma, sans aucun problème. Au retour, petite pause à l'étape. À ce moment-là, la BRCC était occupée et la borne L2 était vachée, sans pancarte de stationnement réservé, faut-il le noter. Au moment de quitter, toujours pas de BRCC disponible. De mon côté, zéro stress. Encore ici, un seul plein, une seule recharge et il m'en restait encore amplement à l'arrivée sur la couronne sud de Montréal. Avec cette Volt, en roulant à bonne vitesse, même en terrain montagneux du parc, la consommation d'essence fut limitée à 5,6 litres au 100. Il faut admettre qu'il s'agit d'un excellent ratio. Je peux aussi optimiser l'usage des deux sources d'énergie lorsque les trajets nécessitent de l'essence. Par exemple, je vais utiliser la chaleur produite par la génératrice pour chauffer l'habitacle, ce qui réduit évidemment la consommation d'énergie. Je vais également m'assurer que le mode électrique soit en fonction lorsque je tombe dans un embouteillage ou dans un environnement urbain, puisque, contrairement au moteur à essence, le moteur électrique, lui, ne consomme pratiquement pas d'énergie à très basse vitesse et dans ces conditions. Voilà maintenant 13 mois que je possède cette voiture. Après 26 200 km, ma consommation d'essence est de 1,6 litres au 100. En comptant ce dernier voyage de 950 km presque entièrement sur l'essence, j'ai tout près de 19 500 km en mode électrique et 6 600 en mode essence. Bien sûr, là, on compte les grands voyages aussi là-dedans. Donc, plus de 75 % de tous mes déplacements ont été faits en mode entièrement électrique. Alors, non seulement je participe à la lutte au GES, mais je consomme aussi de l'électricité québécoise dont les revenus reviennent dans les coffres de notre État. Tout cela sans devoir me préoccuper des éventuels besoins de recharge lors de longs déplacements qui peuvent impliquer de l'attente pour la disponibilité d'une borne. Enfin, pour le moment du moins. Et si je dois sortir du Québec, je n'ai pas à me préoccuper non plus de la moins grande disponibilité de ces bornes. Bien entendu, tout cela est en train de changer. Au Québec, le déploiement des lieux de recharge s'accélère. Les constructeurs automobiles poursuivent leurs avancées, même avec quelques pas de côté ou de recul parfois. La pression des populations mondiales pour la lutte au GES est de plus en plus importante et l'électrification des transports est une des solutions à ce grave problème. Les États n'auront pas d'autre choix que de suivre cette direction. Et même malgré les incohérences vieillottes de Donald Trump, les États ou les villes seront à l'écoute. Enfin, l'autonomie des VE ne cesse de s'améliorer, tout comme les temps de recharge. Cela dit, il est désolant que les rares véhicules à autonomie prolongée, comme la Volt, ne soient pas plus disponibles, d'autant que celle-ci a été retirée du marché en 2019. Mais si à quelque chose malheur est bon, les autonomies électriques plus restreintes des VHR, combinées à la hausse de celle des véhicules entièrement électriques, pourraient éventuellement conduire les nouveaux consommateurs à faire le saut directement vers les VE, et souhaitons-le. Pour l'heure, et pendant cette mutation, posséder un véhicule hybride rechargeable représente toujours une option extrêmement intéressante, fiable et rassurante. Bonne route! Voici les événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. J'aurai la chance de donner une conférence à la Bibliothèque municipale de Contrecœur le 23 janvier à 19h. C'est au 5000 route Marie-Victorin. Ensuite, les 1 et 2 février, de 10h à 16h, c'est Saguenay en neige 2020, volet avec. On sera là, le premier et les deux, pour faire essayer des véhicules électriques, donc des essais routiers au 2480 rue Saint-Dominique à Jonquière. Il y aura également des conférences les 1er et 2 février que j'aurai la chance de donner en collaboration avec mon collègue Daniel Breton. Conférence La voiture électrique, un survol électrisant à la bibliothèque de l'Île-des-Moulins. Conférence que je donnerai au 855 place l'Île-des-Moulins à Terrebonne. Finalement, une conférence donnée par Simon-Pierre Rioux. La voiture électrique, est-ce pour vous? C'est le 25 mars 2020 à 19h à la bibliothèque de Brossard. Georgette Lepage, c'est au 7855 avenue de San Francisco à Brossard.
Ceci conclut la présente balado-diffusion. Silence on roule remercie tous ses collaborateurs, particulièrement aujourd'hui François Villot, Jean-François Morin, David Manningham ainsi que Pierre Tadros. Nous remercions également le Garage Arleco, commanditaire principal, et l'Association des véhicules électriques du Québec, partenaire de Silence on roule. La reproduction ou la diffusion de l'émission est permise, mais nous apprécierions en être avisés. Pour toutes les questions concernant l'émission, vous pouvez écrire à martin@silenceonroule.com. Pour les questions générales regardant l'électromobilité ou l'association, veuillez plutôt écrire à info@avq.ca. Pour vous renseigner et avoir accès à toute la documentation de l'AVEQ, visitez le www.avq.ca. Je vous rappelle que sur notre site web, afin de vous faciliter la tâche, vous avez accès aux archives de nos balados ainsi qu'à des hyperliens vers les sites web mentionnés aujourd'hui, le tout directement à archives.silenceonroule.com. Mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz vous aussi, silence, on roule.